Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur François dans votre émission citoyenne. Vous la connaissez cette émission, elle s'appelle Flash Talk. C'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Et aujourd'hui, regardez où je suis. Au FGO Barbara, 18e arrondissement de Paris, mesdames et messieurs. Et on va se poser cette question ensemble plutôt. Lancer un SOS. Aujourd'hui, SOS hôpital public. Charge de travail, manque de personnel, pression de la hiérarchie, l'hôpital public est en crise. On avait consacré une émission Flash Talk il y a quelques temps, en avril 2018, à l'hôpital public. Qu'est-ce qui a changé depuis? On va vous poser la question, c'est vous qui allez faire ce débat autour du tapis. Vous le faites aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag FlashTalk, en likant notre page officielle sur Facebook. Notre cartooniste cette semaine, c'est AC, qui est déjà sur le bar avec ses crayons, ses pinceaux. Il va écouter très attentivement ce qui va se passer aujourd'hui et puis j'irai le voir de temps en temps en lisant aussi ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Vous le savez. Flash Talk, c'est l'unique émission intégralement filmée au smartphone. D'ailleurs, vous pouvez sortir vos smartphones si vous voulez. Qui a envie de filmer l'émission, les amis? Allez, par là. Hop, voilà, et puis, allez, on va faire un petit tour jusque-là, parce que j'aime bien ton sweatshirt. Bienvenue dans l'équipe. On va aller voir ici, on fait le tour de ce tapis. Allez, bonjour madame, comment ça va? Ça va. C'est quoi ton prénom? Maryse. Où est-ce que tu vis, Maryse, toi? Nous, on habite à 10 km après Dreux. Du côté de Dreux, donc, si jamais je te dis hôpital public, à quoi tu penses, comme ça, spontanément? Moi, quand j'ai été opérée de mon poignet, j'étais bien reçue. Ah, plutôt bien reçu. Alors, problème de moyens ou pas? Est-ce que tu as pu observer ça à l'hôpital? Quand j'étais aux urgences, j'ai attendu 4 heures avant qu'on me prenne. Ah, quand même, un petit peu d'attente, quoi. Tu trouvais ça trop long ou pas? Oui, surtout que j'avais mal à mon poignet en plus. Donc évidemment, 4 heures, ça peut paraître assez long quand on a mal. On pose la question ici. Allez, je vais voir ce monsieur qui est là. Bonjour monsieur, c'est quoi ton prénom? Quentin. Quentin, tu vis où toi? Dans l'Oise. Dans l'Oise. Si je te dis hôpital public, même question, même punition que les autres, à quoi tu penses spontanément? Manque de moyens. Ils sont en guerre avec leur système. Est-ce que la notion d'hôpital public, ça te paraît important? Tu es attaché à cette notion du service public, de la santé? Ah ouais. Non, il ne faut pas que ça passe dans le privé. Surtout pour nous, pour les patients. Ouais, voilà, les patients, pas les clients, les amis, les C'est patients. à nous qu'il faut penser. C'est à nous qu'il faut penser, nous dit-il. L'hôpital public est en crise, on va y venir à ce débat. Mais d'abord, on va s'arrêter sur quelques chiffres pour bien comprendre de quoi on parle. C'est le Data Flash de Juliette Jean. Nos hôpitaux publics sont en crise. Leur dette s'élève à près de 30 milliards d'euros. Pour sortir de cette situation, les politiques ne vont que dans un sens, faire des économies. En 20 ans, 100 000 lits ont ainsi été supprimés. Des places en moins pour les patients, un manque de médecins généralistes. Résultat, la fréquentation des urgences a doublé en 20 ans. Dans ce service, la situation est devenue insoutenable. Insultes, injures, menaces, 20 330 signalements d'atteinte aux personnes ont été comptabilisés en 2018. Malgré ces conditions de travail tendues, les salaires des infirmières et infirmiers français sont particulièrement bas. Selon l'OCDE, il est d'environ 1 615 € bruts en début de carrière. Le gouvernement a proposé en novembre des mesures représentant un effort de 12 milliards d'euros sur 3 ans. Parmi celles-ci, un tiers de la dette sera reprise par l'État et certains soignants verront leur salaire augmenter. Ce plan d'action sera-t-il suffisant pour sauver nos hôpitaux ? Et pendant ce Data Flash, les amis, je me suis permis de poser une question dans le public. Qui est infirmier, infirmière, qui a un membre de sa famille qui est dans cette profession? Et cette jeune fille m'a dit, moi. Alors, qui est infirmière à la maison? Ma mère, C'est ta maman. Comment elle s'appelle? C'est quoi son prénom? Julie, Julie. Bon, Julie, regarde, ta fille est à la télé. C'est quoi ton prénom d'ailleurs? Dana. Et où est-ce que tu vis? Ça va? T'es contente de vivre, Dana? T'es contente d'être avec nous? Non, Dana, on a dit, ta maman est donc infirmière. Est-ce qu'elle peut se plaindre de ces deux conditions de travail? Oui. C'est-à-dire? Elle travaille de nuit, de 18h à 8h, et son salaire, il lui plaît pas. Son salaire lui convient pas, elle trouve qu'elle travaille, qu'elle donne beaucoup trop pour tous les efforts qu'elle met. Oui. Est-ce qu'elle te raconte quelquefois des anecdotes sur justement ses conditions de travail? Non. Jamais elle garde ça pour elle. Je pense Oui. qu'elle a peut-être pas envie de t'handicaper avec tout ça, et on peut comprendre quand on connaît le quotidien des personnels hospitaliers.
Alors le quotidien justement des personnels soignants, on va en parler avec vous Anne-Claire Rafflegeau. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes infirmière aux urgences du Kremlin-Bicêtre, un hôpital dans le Val-de-Marne, et vous êtes également porte-parole du collectif Interurgence. Aujourd'hui, on peine, à Paris notamment, à recruter des infirmières. Est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire en quelques mots, en quelques phrases, le quotidien d'une infirmière et pourquoi c'est devenu un métier si difficile ? Alors concrètement, depuis déjà plusieurs années, c'est un métier qui se précarise. Il faut savoir qu'on a, en termes de pouvoir d'achat, on parlait tout à l'heure des salaires, les infirmières en l'espace de 10 ans ont perdu 12% de leur pouvoir d'achat. On a doublé notre nombre de passages en 20 ans. Et à l'inverse, on a 100 000 lits d'hospitalisation, donc des spécialités qui ont fermé. Donc on se retrouve, nous on travaille aux urgences, on se retrouve avec des patients qui sont entassés dans les couloirs, dans des conditions indignes. Et c'est ce qu'on défend, nous, aujourd'hui, c'est les conditions d'accueil des patients et effectivement nos conditions de travail. Voilà. Vous êtes venu avec un collègue à vous, je crois. Bonjour. Bonjour, vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Jean-Baptiste et je travaille aux urgences aussi. Vous êtes au Kremlin-Bicêtre aussi ? Non, je suis à la PHP aussi et je travaille de nuit. D'accord. À la PHP. Et vous travaillez de nuit tout le temps ? Oui. Oui. Mais ça c'est un choix ? C'est un choix, ça permet aussi de gagner un tout petit peu plus d'argent et d'avoir un peu plus de disponibilité vu que les plages horaires sont en 10 heures et non pas en 7 heures comme les collègues de jour qui eux travaillent tous les jours de la semaine. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à un jeune garçon ou une jeune fille qui voudrait être infirmier ou infirmière ? De nous soutenir dans la lutte, parce que c'est un beau métier au final. Juste, on a beaucoup de contraintes qui sont accumulées au fur et à mesure des années. Là, on essaie de faire changer les choses. On espère qu'on va y arriver avec le soutien de la population, avec le soutien des patients surtout. Merci d'être avec nous. On va continuer à discuter. Vous n'hésitez pas évidemment à prendre la parole si vous le souhaitez. Et justement, le public, on va lui poser la question. L'opinion publique, elle est tout autour de nous sur ce tapis de Flash Talk. On va aller par là un petit peu. Je vais voir cette dame. Bonjour, comment vous appelez ? Bonjour, Lucille. Lucille, tu vis où toi ? Je vis Paris. Ok. Est-ce que tu comprends justement les revendications du personnel hospitalier qui est là ? Complètement. Pour avoir déjà été confrontée à des petits passages justement aux urgences où la prise en charge est très longue. Quand il y a les relèves au bout de, je pense, 6 heures du matin qui n'ont pas forcément eu de transmission. Voilà. D'informations c'est sur les patients ? Très délicat. Voilà. C'est vrai que c'est une vraie question qu'on peut se poser, nous les patients, et peut-être une crainte aussi, que vous avez peut-être, dites-le nous d'ailleurs sur les réseaux sociaux, quand vous arrivez à l'hôpital aux urgences et que vous voyez que le personnel est fatigué, quoi. Ça se voit qu'il est fatigué. Est-ce qu'on a confiance, justement, les soignants, à ce moment-là ? Effectivement, on voit qu'ils sont à bout, fatigués. On repart des fois un peu la boule au ventre parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on a, sans avoir une solution à notre problème. Et le constat est le même, je pense, pour beaucoup. Et c'est compliqué. Voilà. Je vais poser la question à côté. Je fais hop, un petit pas chassé de ce côté-là. Bonjour les filles, c'est quoi vos prénoms ? Bonjour Marine. Marine et puis ? Sandra. Où est-ce que vous vivez toutes les deux ? Moi à Palaiseau. Et moi à Gonesse. Ok, je vous pose la même question. On a du personnel hospitalier ici qui est donc gréviste. Vous comprenez ce mouvement ? Oui, tout à fait, pour aussi avoir vécu un petit passage aux urgences où on m'a diagnostiqué une infection alors que ce n'en était pas une et on m'a pris en charge en 10 minutes alors que ça faisait 3 heures que j'attendais. Ah ouais, quand même. Donc une sacrée expérience qui pourrait être due à quoi alors ? Je pense que c'était un dimanche, peut-être un peu moins de personnel, je sais pas du tout, après des urgences prioritaires. Enfin, voilà. Il y avait des accidents de route, donc voilà. Et pourtant quand même. Et du côté de Gonesse alors ? Alors moi, je soutiens complètement ce mouvement. Par contre, pour avoir été hospitalisée récemment, je pense malheureusement que je vais me diriger davantage vers le privé. Parce que justement, quand on est malade, nous sommes patients, on attend aussi un retour de la part des soignants. Et je n'ai pas eu ce retour, je l'ai vécu très mal. Et moi, pour les prochaines fois, je me dirigerai vers le privé, je le dis clairement. Ça veut dire que vous êtes prête à payer pour vous soigner ? Oui, je suis prête à payer pour me soigner. Et je le ferai la prochaine fois, oui. Pour mes enfants également. C'est quand même terrible. Merci beaucoup pour vos témoignages, les filles. Mais c'est vrai que c'est terrible pour nous qui vivons en France d'entendre ce genre de témoignages. Sonia ? Bah oui, moi je suis avec Anne-Claire. Anne-Claire, comment vous réagissez quand vous entendez cette dame dire « Moi je suis prête à payer pour ne pas retourner aux urgences et pour être prise en charge » ? C'est extrêmement triste d'entendre ça et c'est pas normal justement en 2019 en France d'entendre ça. Maintenant dans le privé, il
faut savoir qu'il n'y a pas toujours non plus les meilleurs soins, hein, ça dépend où on est. Et l'objectif de l'hôpital privé, c'est quand même la rentabilité. C'est aussi le cas dans le public, mais ce n'est pas aussi flagrant. Maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose, et c'est une des raisons pour lesquelles nous, on se bat et qu'on est hyper mobilisés, c'est qu'on ne veut pas une médecine à 2 vitesses. C'est un droit, le droit à la santé, c'est un droit qu'on doit préserver, et c'est pour ça qu'on continue le mouvement. Et ce droit, il est menacé clairement pour vous aujourd'hui ? Il est menacé, et en tout cas, la qualité des soins est menacée. On le voit aujourd'hui, hein, certains hôpitaux de la PHP notamment, qui ont mis des vigiles. L'assistante publique des hôpitaux de Paris. Voilà, qui ont mis des vigiles à l'entrée de certains services d'urgence pour empêcher certains SDF, certaines mères qui viennent d'avoir des enfants, de re-rentrer dans les urgences pour se mettre à l'abri et les laisser dehors. On en est là aujourd'hui, donc oui, c'est pas normal. Il y a les structures médico-sociales, le 115 est en train d'exploser, on ne leur a pas donné d'argent. C'est les urgences, du coup, qui pallient à ce manque de moyens. Et aujourd'hui, on va empêcher ces gens-là qui sont dans le besoin d'aller aux urgences. Donc que vont-ils devenir ? Ça, c'est une vraie question, et on met des gens clairement en danger. Aujourd'hui, aux urgences, on attend des heures parce que les gens ne trouvent plus de médecins généralistes en ville, et donc ils savent plus vers qui se tourner, et donc ils vont vers les urgences. Est-ce que vous partagez ce diagnostic ou pas ? A priori, c'est 60% des patients qui se présentent aux urgences qui pourraient être soignés ailleurs. Si les gens se dirigent vers nous, c'est qu'ils n'ont soit pas trouvé par manque d'informations, ou ils n'avaient pas les moyens d'aller ailleurs, et nous, on est là pour répondre à leurs demandes. Même si des fois, la réponse, c'est de retourner vers la médecine de ville. On peut se poser aussi la question, hein, autour de ce tapis, est-ce qu'on a tendance à aller aux urgences pour rien ? Je posais la question ici. Bonjour madame, c'est quoi votre prénom ? Bonjour, je m'appelle Muriel. Muriel, tu vis où toi ? Moi, je viens de Gennevilliers. Alors, je pense que si les gens aussi se présentent aux urgences sans un motif d'urgence réel, c'est parce qu'il est de plus en plus difficile de trouver un médecin. Ah oui, bien sûr. Moi, ce qui me choque, il y a plusieurs choses déjà. C'est toutes ces fermetures de maternité. Moi, à l'origine, je viens de la campagne. D'où tu viens, toi ? De Bretagne. Ouais. Ça devient vraiment un problème. Je paye des impôts. Mes impôts, je pense qu'ils sont faits pour le service public. Le service public n'a pas, pour moi, vocation à être rentable. Il a vocation à aider à ce que toute la population française ait le même service, où qu'elle soit, et quels que soient ses moyens. Et quand on parle de dette de service public, personnellement, ça me choque énormément. Merci pour ton témoignage, en tout cas sincère. Merci. Alors moi, j'ai trouvé Awa qui m'a dit tout à l'heure qu'elle voulait être infirmière quand elle sera plus grande. C'est vrai ça, Awa ? Oui. Tu as quel âge, Awa ? 13 ans. Et ça fait longtemps que tu as envie d'être infirmière ? Oui. Ça doit faire depuis la 6e. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être infirmière ? De sauver des vies, aider à sauver des vies et tout. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Awa qui veut être infirmière ? Vous n'avez pas envie de lui dire « n'y va pas », franchement, c'est trop dur. Tu verras par toi-même, mais moi, à titre personnel, par exemple, je vais quitter pour le moment mon service, parce que je n'envisage plus comme ça. Mais peut-être que je reviendrai parce que ça va me manquer. Je suis déjà partie une première fois, ça m'a manqué, je suis revenue. De nouveau, j'en peux plus, mais c'est un métier, je sais, qui me tient à cœur. On l'a ou on l'a pas. C'est quoi le plus difficile ? Vous dites « j'en peux plus », c'est quoi le plus dur ? Physiquement, au bout d'un moment, c'est dur. Enfin, moi, je travaille de nuit également. Il y a beaucoup de cas difficiles, alors graves ou moins, mais ils ont tous besoin d'une réponse. Et c'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir répondre aux besoins de la personne parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux. Je comprends ton envie, parce que moi aussi, en fait, que j'étais à ton âge, j'étais comme toi, je voulais être infirmière. Et finalement, j'ai adoré ce que j'ai fait. Même si pour le moment, j'ai besoin d'une pause, évidemment, on ne dira jamais qu'il ne faut pas être infirmière parce que c'est un beau métier. Bon, t'as toujours envie, Awa ? Oui. Bonne chance. Merci. Je vais faire un petit tour aussi du côté des réseaux sociaux. Justement, il y a Travel Lover qui nous dit « J'ai fait le tour du monde et je peux vous dire qu'on a le meilleur système de santé au monde. Si on ne le défend pas, ce sera comme ailleurs. Seuls les riches pourront se faire soigner. » Un dernier pour la route avant de laisser la parole à AC. Voilou nous dit « J'admire tellement tous les infirmiers qui bossent aux urgences. Franchement, c'est eux qui devraient être les mieux payés dans notre société. Ils ont des horaires horribles, des conditions de travail atroces et des salaires de misère. » Il y a un problème, non, quand même. Comment ça va, AC ? Ça va bien, mais j'ai pas la vocation d'être malade là. Après ce qu'on s'est dit, tu vois. Infirmier, peut-être. On va rester au dessin alors. Hein. Ouais.
Exactement. Donc, j'ai commencé par une petite image avec l'hôpital public sous perfusion, avec les subventions qui sont au bout. Après, le personnel des hôpitaux est épuisé. Le patient qui dit au médecin qui arrive « Oula, je peux vous aider, docteur ?» Non mais regardez, c'est pas des valises qu'il a sous les yeux, c'est un dressing. C'est pas possible ça, c'est hein. Exactement. Et le dernier ici, peut-être, c'est sur les lits d'hôpitaux, les gens qui attendent ici, qui disent « Vous avez bientôt fini, on attend pour le lit ». Donc ça, c'est un peu dramatique, mais bon. Ça, c'est assez terrible. J'ai des tweets que j'ai pas osé lire qui vont dans ce sens-là, mais je les dirai peut-être d'ici la fin de l'émission. Vous pouvez déjà applaudir assez, s'il vous plaît. Charlotte Bozek est parmi nous également aujourd'hui. Vous êtes vice-présidente de ISNAR-IMG, l'intersyndicale des internes de médecine générale. Aujourd'hui, c'est fréquent qu'un patient qui arrive aux urgences avec une pathologie X ou Y soit pris en charge par un interne qui, par exemple, n'a pas dormi depuis 24 ou 48 heures. Ça arrive malheureusement, ça ne devrait pas. Nous, c'est vrai qu'en tant qu'interne, on est censé, on a notre journée de travail et on enchaîne souvent avec la garde, donc on cumule 24 heures de travail. On ne va pas se mentir, le rythme est difficile. Donc c'est vrai que quand on arrive, on essaye d'être disponible pour chaque patient, mais les soins sont de plus en plus durs au fur et à mesure des heures de travail qui s'enchaînent. On est contraint à un rythme qui est très difficile à tenir. C'est quoi le problème principal? C'est un problème de moyens humains? Il n'y a pas assez de monde dans les hôpitaux, pas assez de médecins, pas assez d'infirmières? Il y a un problème effectivement de démographie médicale qui concerne tous les professionnels de santé. Après, je pense qu'il y a aussi une question de réorganisation peut-être de l'hôpital à envisager, puisque là, effectivement, ça ne fonctionne pas. On le voit, on arrive à un bout du système tel qu'il est. Donc, il va peut-être falloir le repenser, de se donner vraiment les moyens de faire du soin dans sa globalité. Et de ne pas considérer l'hôpital comme une entreprise? Et je pense qu'effectivement, un service public, il n'a pas vocation à être un service rentable, forcément. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français, aux patients qui tous les jours viennent à l'hôpital public ou sont susceptibles d'y venir? Vous avez envie de dire aux gens, soutenez-nous parce que c'est important, on se bat pour vous aussi? Oui, on a besoin d'être soutenu, que tous les mouvements de personnel soignant qui crient leur détresse, le fait d'être soutenu par la population, c'est quelque chose de très important parce qu'on se bat pour un système, pour que les choses s'améliorent et que les premiers concernés, finalement, ce sont les personnes qu'on soigne, les patients. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Moi, je me suis rapproché, Sonia, de Rémi. Rémi, il est adhérent de la FNESI, c'est la Fédération nationale des étudiants infirmiers. On hésite d'ailleurs aujourd'hui à devenir infirmier, Rémi? Alors, il y a beaucoup d'étudiants en fait, qui hésitent aujourd'hui en raison justement de toutes ces problématiques-là. Mais c'est une vocation quand ils s'engagent en fait, dans cette profession-là. Et que c'est du coup ce qui les motive en fait, à terminer leurs études. Et on n'observe pas de crise de la vocation? Alors, la crise de la vocation, c'est difficile à dire avec les nouvelles réformes, avec Parcoursup. Des gens qui n'arrivent pas à aller sur Parcoursup, peut-être ils ne comprennent pas comment s'inscrire. Voilà, ça peut être compliqué là, cette année justement d'estimer, voir s'il y a une diminution des vocations, c'est une diminution due à la difficulté d'accès à Parcoursup. Et comment est-ce que toi, en tant qu'étudiant infirmier, tu abordes ton métier d'infirmier avec les patients? À ce jour, moi je suis déjà en 3e année de redoublement, donc du coup ça a été compliqué jusqu'à aujourd'hui du point de vue encadrement en service hospitalier parce que justement la pression, le manque de moyens à la fois financiers et personnels pour bien exercer la profession, la précarité des étudiants qui n'ont pas forcément aussi le matériel nécessaire pour pouvoir bien pratiquer en raison des soucis en fait, de financement des études et de tout ce qui est bourse. Ça complique beaucoup les choses. Il n'y a pas que des problèmes dans les hôpitaux, il y a aussi de la coopération entre les équipes, il y a aussi de bons moments qu'on peut passer ensemble, il y a des liens, il n'y a pas que ça. On entend beaucoup de mal, mais il y a aussi beaucoup de bien qu'on ne dit pas forcément et c'est important aussi de le préciser. On va prendre un autre point de vue tout de suite avec Alexis Vervial qui est parmi nous aujourd'hui également. Alexis, vous êtes chargé de mission offre de soins à France Asso Santé. Vous représentez les associations de santé et plus généralement les patients. On peut le dire comme ça? Tout à fait. Alors c'est important que les gens comprennent qu'en fait on a sous-financé l'hôpital depuis plusieurs années. Et du coup, ça pète, entre guillemets, d'un coup parce qu'on sous-finance depuis quelques années. Ça, c'était mon premier propos. Ensuite, il y a quelques mois, vous avez vu qu'il y a eu le grand débat national avec tout un tas d'échanges. Et finalement, il n'y a pas eu la santé dans les grandes thématiques du grand débat.
Et au final, les gens, dans les rencontres citoyennes, etc., qu'est-ce qui sortait en premier? C'était « j'ai pas accès à un hôpital » ou « j'ai pas accès à un médecin traitant ». Et donc aujourd'hui, nous, les associations de patients, on tire aussi la sonnette d'alarme pour dire « attention, on sous-finance et nous, on veut une vraie politique de santé » en faveur des associations, en faveur des usagers, parce que le système, il est arrivé finalement à bout et voilà, on a une vraie volonté aussi que ça s'améliore. Est-ce qu'on peut dire que les Français ont aujourd'hui toujours confiance dans leur hôpital public? Alors, si vous voulez, oui, l'hôpital public, c'est la lumière qui est là. À plus de 90%, il y a de la confiance. Donc, on a confiance devant les services que sont l'armée, la police, la gendarmerie. Les services de santé arrivent en premier. Par contre, quand on pose une deuxième question, avez-vous confiance en l'avenir du système de santé? Là, les Français, à 70%, non. Et ils ne sont pas confiants sur ce système de santé. C'est quoi le problème aujourd'hui? Alors, je parle sous votre contrôle, hein, où on a tendance davantage à considérer l'hôpital comme ayant un fonctionnement d'entreprise et donc devant faire du bénéfice. Est-ce que c'est ça le problème principal et tout ce qui en découle? Alors j'ai envie de vous dire, les problèmes sont multiples en fait. Il y a la question de la rémunération. Enfin, quand vous regardez dans la moyenne des pays européens, les infirmières, pour ne parler que d'elles, mais on pourrait parler des aides-soignantes, vous disiez le brut annuel... 1600 brut en début de carrière. Voilà, donc on a des professionnels de santé qui sont sous-payés, on a voilà, des lois de financement qui ne sont pas forcément réalistes sur les financements, et puis surtout on a un système qui est un petit peu à bout, et puis on en a parlé tout à l'heure, aujourd'hui, il y a beaucoup d'usagers et de patients qui se rendent à l'hôpital faute de pas où savoir se rendre ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de médecins généralistes qui sont présents sur les territoires. Et donc, où est-ce qu'on se rend quand il n'y a pas de médecin généraliste? On se rend là où il y a la lumière, à savoir dans l'hôpital public. Et on est solidaire des soignants pour ça, parce qu'un soignant qui est mal, c'est un patient aussi qui est pas forcément bien soigné non plus. Voilà. Les amis, si vous nous rejoignez à l'instant, non, je ne suis pas Laurent Delahousse, même si je suis assis sur un bureau comme ça, mais vous êtes bien dans Flash Talk, c'est pas hashtag, c'est pas talk, je sais pas quoi. Flash Talk, votre émission de débat, et aujourd'hui on est en mode SOS hôpital public. J'étais en train de discuter avec Abdel, qui est agent de sécurité incendie ici au FGO Barbara, dans le 18e arrondissement de Paris. C'est quoi toi ton expérience de l'hôpital? En fait, mon expérience de l'hôpital, c'est que j'ai été amené à aller dans les deux différents hôpitaux, soit public, soit privé. Et d'après mon expérience, je pense que l'hôpital privé prend en charge plus rapidement les patients que celle qui est publique, malheureusement. Qu'est-ce qui t'a le plus dérangé? C'est le fait d'attendre le soin ou c'est la qualité du soin? Un peu des deux, parce que dans les hôpitaux publics, le temps d'attente est énorme. Et même la prise en charge, des fois, on sent qu'il y a un manque d'attention de la part des médecins. Mais dans le privé, le temps d'attente est plus court. Donc forcément, c'est mieux, mais après, il faut faire la part des choses. Merci beaucoup Abdel, c'est son expérience perso. Merci beaucoup de veiller à notre sécurité. Beaucoup de choses aussi se passent sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Chamel Evir qui nous dit il y a trop de monde qui va aux urgences pour rien. On en a parlé justement. Ça embouteille le système et ça empêche les gens qui ont de vraies urgences à y accéder. Ou encore Sofianenko qui nous dit moi je l'aime mon hôpital public. Si un jour tout est privatisé, ce sera plus la France. Il y a encore Tramadil qui nous dit face à la vague de suicides de ses salariés, le CHU de Toulouse a proposé au personnel une thérapie par le rire, autrement appelé des ateliers de rigologie. C'est véridique, si ça fonctionne, on ne sait jamais. Je retrouve assez, justement, qui lui n'a pas de bistouri ou de bandage, de sparadrap, de médicaments. Il a juste ses crayons pour assurer ses dessins. Tu rigoles, mais moi je fais de la rigologie à l'hôpital le soir, ça marche. Ça a l'air, regarde-le, regardez-le celui-ci. Et non, ce qui m'intéressait, c'était l'interview d'un interne, là, juste avant, d'une interne. En tant qu'interne, que voulez-vous dire aux Français? Évitez de tomber malade. Je trouve que ça peut être... C'est terrible d'entendre ça, et surtout de le revoir croquer à ta façon. Alors attention, ça va être de l'humour noir. Faire payer les patients, j'imagine bien le chirurgien qui arrête l'opération en plein cours et qui dit « Désolé de vous réveiller en pleine opération, mais votre carte bleue n'est pas passée ». Déjà, rien que quand ça m'arrive au supermarché, j'ai la honte. Mais là, si en plus j'ai la honte et j'ai les boyaux qui sortent, c'est pas possible. Une autre idée aussi, c'est le temps d'attente pour les opérations. La mauvaise nouvelle, c'est que votre opération est encore repoussée. La bonne, c'est que vous allez être dans le Guinness des records, 24 mois de décalage. Et pourtant. Et enfin le dernier, le dessin de conclusion. Et le dessin de conclusion, c'est un truc que disait ma mère, c'est un peu un truc de comptoir. T'as vu, on est sur un comptoir là. Elle disait toujours, et je trouve que c'est assez juste, pour aller à l'hôpital, il faut être en bonne santé. Et c'est un peu ça, peut-être, la conclusion. Il faut aussi que les personnels soient en bonne santé, je dirais. C'est vrai, vous pouvez applaudir assez. Merci d'avoir suivi toute l'émission et de nous avoir proposé ces dessins.
Charlotte Bozek, pour aller à l'hôpital, il faut être en bonne santé. C'est une conclusion que vous pourriez faire vous-même? Je ne sais pas si je pourrais faire cette conclusion, mais en tout cas, ces témoignages montrent bien qu'à partir du moment où le soignant n'est plus disponible pour soigner ses patients et qu'on en vient à se dire le docteur, de toute façon, il n'a pas de temps pour moi, je vois bien qu'il s'en moque, c'est vraie preuve que le système ne fonctionne plus, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut faire changer les choses. Pour moi, ça serait ça le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce débat. Alors, on l'a dit au début de l'émission, c'est pas le premier, je ne pense pas que ça sera le dernier, sur l'hôpital public en France. Il s'arrête autour de Stapi, mais continue sur les réseaux sociaux avec par exemple ce tweet de Eddie M, #FlashTalk, qui nous dit « Je pense que le corps médical a envie de bien faire son job et les dirigeants des hôpitaux n'en ont plus rien à faire. Arrêtons de les diaboliser. Le mot d'ordre, c'est la communication, les amis, avec un petit cœur à la fin. » Petit message d'espoir quand même. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et on se retrouve très vite. Sur François, évidemment. Salut. Salut.